There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of soul. Vous savez combien des femmes ont été brisées par leurs proches ou par des amis, par les familles, parce qu'elles ne sont pas en mesure de concevoir ou d'avoir des enfants. Il s'agit de la stérilité. Alors, il y a des femmes qui ont eu cette grâce de changer de statut, des femmes stériles en femmes fécondes. Elles ont accepté de briser le silence pour partager avec nous leur expérience dans cette émission Femmes. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Merci également à notre invité du jour qui vous a certainement d'une manière ou d'une autre touché par sa voix qui s'est fait davantage connaître à travers un opus qui parlait de son propre témoignage. Exagère encore, Seigneur. Je pense que vous savez déjà de qui il s'agit. C'est la sœur Josiane Simba. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Maman Fiza. Alors, je le disais tout à l'heure, on vous appelle Maman Josiane Simba. Vous êtes artiste musicienne, mais au-delà de cela, vous travaillez dans le social. Vous êtes thérapeute. On va toucher à tout, de la musique en passant par ce que vous faites et ce que vous envisagez aussi à faire dans les jours à venir. Mais tout de suite, on est à Paris. Vous vivez au Canada. Comment on se retrouve à Paris? Alors, nous sommes à Paris. On était là pour un projet. Mais compte tenu de certains imprévus, parce qu'on n'a pas toujours le contrôle du temps et ce qui se passe, donc on a dû reporter cela pour une date ultérieure. Mais nous sommes à Paris justement pour un projet. Ok, le projet, c'était un concert évidemment? C'était un concert, oui. Ok, oui. Une date ultérieure, certainement vous allez servir votre public, les mélomanes de Paris. Vous avez une idée sur une autre date? Ça sera très bientôt, question pour nous de rentrer et revoir le calendrier pour ne pas donner juste une date aléatoire comme ça. Okay. Mais certainement, ça sera très vite remplacé, la date du 26 à une nouvelle date. C'était une première sur Paris? Sur Paris, oui. Ok. Oui. Vous regrettez? Non, pas du tout. Dieu fait toute bonne chose à son temps. Donc, ils doivent garder espoir par rapport à cette production. Oui. Ça sera toujours en 2025? Oui, en certainement. En tant que chrétien, on dit si Dieu le veut. Et certainement, donc ça sera avant la fin de l'année. Ok. Ça sera avant la fin de l'année. Alors, dans tout ce que vous avez eu à voir comme œuvre, moi je vous ai découverte, ça je le dis sincèrement, c'était à travers Exagère encore. Tout de suite, le premier jour quand j'ai regardé, je crois que c'était même le jour où vous avez lancé sur YouTube, je dis, cette femme est passée par la stérilité. Amen. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Et comment vous avez eu cette inspiration de parler de ce que vous avez vécu à travers un chant et ça a été bien transcrit. Tout de suite, on sent que c'est vraiment votre histoire. Alors, déjà, il faudrait dire que la stérilité, c'est quelque chose que l'on inflige très souvent à la femme. Oui, surtout en Afrique. En Afrique, c'est-à-dire dans la société africaine, on pense que lorsqu'on parle de la stérilité, cela est très lié qu'à la femme. Pourtant, il y a la stérilité qui, de fois, est liée à l'homme. Alors, dans le cas de notre couple, la stérilité a été déclarée pour le couple. On parlait de cette difficulté de pouvoir procréer, cette impossibilité, pour ne même pas parler de la difficulté, on a parlé de l'impossibilité de la procréation. Après combien de temps de mariage vous avez? C'était après 3 ans. Ok. Non, Dieu nous bénit après 3 ans, mais on découvre, et c'est moi qui découvre qu'il y avait un souci à la première année du mariage. Okay. Donc, on a parlé avec mon mari. Je crois que même j'ai parlé d'abord avec ma mère, puisque elle est médecin, elle est du corps médical. Alors, j'essayais de parler à maman pour dire que non, voilà. J'étais un peu inquiète comment je voyais certaines choses. Et c'est comme ça qu'elle nous avait soumises à certains examens pour nous permettre, au fait, de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là la chose que l'on ne voulait pas, la pilule qu'on ne voulait pas avaler est tombée, donc il fallait finalement l'avaler. Mais j'étais persuadée, moi et mon mari, nous étions très persuadés à l'idée que
Dieu nous réservait quelque chose. Dieu va faire grâce, voilà. oui. Il y avait Est-ce que dans votre cas, c'est témoignage. alors qu'on parle d'incompatibilité ou Il n'y avait pas question d'incompatibilité. De ces côtés-là, tout était bon. Mais on parlait vraiment de l'impossibilité de la procréation et on parlait de mon mari. Et comme c'était un couple, donc on essayait toujours de parler de nous deux. De vous deux, oui. Ouais. Et, mais Dieu, il a fait les choses vraiment d'une manière aussi très exceptionnelle. Ça nous a permis à vivre sa main et voilà aujourd'hui le 3 jours après, certains vont dire que vous étiez pressé. 3 ans, s'il vous plaît. C'est 3 ans, certains vont dire que vous étiez pressé d'avoir des enfants. Il fallait peut-être, certains, c'est 10 ans, 7 ans. C'est passé vite, hein, Oui, quand même. Oui, maman fait ça parce que le problème, c'est que dans la stérilité, le problème n'est pas le fait que je connaisse que je sois stérile. Ça, c'est le pronostic que je connais, je maîtrise. Le médecin m'a fait comprendre déjà. Mais la difficulté ou le souci se repose sur le fait que à quel moment ce pronostic peut changer. C'est là où personne n'a la réponse. C'est-à-dire aucun mystère. C'est là que le mystère persiste. Voilà. C'est-à-dire personne ne te donne la réponse de quand est-ce que la situation va changer, à quel moment tu peux espérer. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire il n'y a que des incertitudes. Puisque la stérilité ne dépend pas des années, du temps, le nombre de fois on a essayé. La stérilité reste la stérilité et c'est une pilule dure à avaler, c'est une réalité difficile à traverser, à affronter. Donc moi, de fois même quand je parle à certaines personnes qui disent « Oh non, ils ont seulement quelques temps », c'est même pas le problème de la durée, c'est pas ça. Parce que si c'était la durée, aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, il y a plusieurs manières au fait de pouvoir vous mettre à cette disposition-là de la procréation. Mais ce n'est pas ça. C'est toute femme a besoin de ce parcours-là, de cette histoire. Naturellement. Voilà, de vivre cette histoire naturellement. Donc, c'est même pas question que ça soit 3 ans parce que c'est dès lors, la première année, on vous parle déjà de la stérilité. Il ne faut pas espérer. Il n'y aura pas de procréation. J'attendrai pas 5 ans, 10 ans pour espérer. Je cherche Dieu, je commence déjà à prier pour que le Seigneur change. Ça, c'est vous en tant que chrétienne. Mais est-ce que ça avait changé les regards des gens autour de vous? Évidemment, on parle de ceux qui nous sont proches, hein. Les amis. Il y a des femmes où vous êtes femme, vous avez des amies femmes qui avaient des enfants déjà ou qui, pendant ce temps, pouvaient concevoir. Comment vous avez vécu les regards des autres? Est-ce que ça aussi, en même temps, impacté votre vie de couple? S'il y a quelque chose que peut-être ça pourrait être choquant, je suis quelqu'un qui ne souffre jamais du regard des autres. Ok, ça c'est vous. Ça c'est moi. Et c'est quelque chose que je retrouvais en mon mari. Ah donc, oui? On ne souffre pas du regard des autres parce qu'après, chacune de personnes a sa version de nous que nous ne savons pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut penser ce qu'il veut penser. C'est vrai, moi je connais certaines personnes dans le milieu musical, à qui j'ai pardonné, avec qui on parle bien, qui ont déplacé de propos sur mon mari, on les a entendus. Il y a d'autres personnes qui les ont surpris en train de parler. Ah, c'est comment tu es stérile ou quoi, mais ils les disent vraiment dans la langue facile en lingala, donc ça sonne très fort. De trucs comme ça. Et je pense que même c'est vraiment ce genre de choses où je me disais, non, les gens sont de fois tellement impolis. C'est-à-dire, si quelque chose, tu n'en as pas la maîtrise, surtout quand on est enfant de Dieu, on prie. Parce qu'on ne dévoile pas ce que l'on vit. Et une chose que l'on a fait dans notre couple, on a créé un cercle fermé. Personne ne savait ce qui s'est passé dans notre foyer. C'est-à-dire, si à la limite, les gens pouvaient savoir, c'était le parent, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Ma mère, elle est du corps médical, donc elle pouvait suivre les évolutions. Elle pouvait facilement nous référer. Non, il y a tel collègue qui vient de l'Europe, allez-y le voir, je lui ai parlé. C'est-à-dire, c'était un cercle fermé. Et les personnes qui connaissaient ce que l'on traversait étaient devenues des intercesseurs pour nous. Ok. Et à l'église, vous avez des pasteurs? Voilà. Et c'était pas tout le monde. C'était pas tout le monde. Même certains serviteurs de Dieu ne le savaient pas. Personne ne savait ce que l'on vivait. En tout cas, particulièrement les personnes que nous connaissons personnellement, ce sont des personnes à qui Dieu a parlé et a recommandé pour prier pour nous. Nous avons eu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que je respecte beaucoup. Peut-être pas pour citer l'un et oublier l'autre, mais ce sont des personnes qui ont fait des offrandes pour nous.
Ils ont eu à faire des offrandes parce qu'ils ont senti ça dans leur cœur qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc les bonnes personnes aussi existent dans... Oh, bien sûr. Oui, dans cette épreuve, oui. Bien sûr, il est important dans la vie d'avoir de personnes comme Aaron et Hur. C'est-à-dire quand on est face à la bataille, à un moment, les mains peuvent nous fatiguer. Oui. On n'est pas toujours en position de force. Et quand on n'est pas en position de force, on est conscient qu'on a besoin de Aaron et Hur pour soutenir nos mains. Donc quand on a ce genre de personnes, surtout quand on fait face à des batailles, il est très important de faire le filtrage tout autour de nous. Que les personnes qui soient tout autour de nous nous servent spirituellement, pas seulement physiquement. Ce sont des personnes spirituellement qui peuvent ressentir. Moi, j'avais des personnes comme ça, qui ressentaient quand j'étais en train de pleurer dans la prière. Non, j'étais en train de prier, Josiane, j'ai senti qu'il y avait ça ne va pas. On va faire ceci, on va faire cela. Et ça va tenir. Donc, on a ce genre de personnes qui nous accompagnent. Pas simplement pour de causeries, pas vraiment plus seulement pour rester sur le divers, parce qu'on traverse tellement de réalités. C'est même pas simplement pour la maternité. Il y a des femmes qui sont pas juste heureuses dans leur couple. Oui, ça aussi. Ils ont des enfants. C'est-à-dire, il y a plusieurs domaines qui font en sorte que il y a quelque part, on peut ressentir un déséquilibre. Mais quand on est bien entouré et on essaie de faire un cercle fermé. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Mais le cercle fermé, ça peut aussi se retourner contre soi-même. On a besoin de parler aux gens. On a besoin parfois de se vider. Et justement, c'est pourquoi là où je parlais du filtrage. Ok. Quand je parlais du cercle fermé, c'est-à-dire que je fais le filtrage auprès de qui j'expose mon problème. Puisqu'il y a d'autres personnes auprès de qui on peut exposer le problème. Ce sont les mêmes personnes qui vont utilisent se ça moquer, pour nous détruire. oui. Alors, il est très important, peu importe qui soit autour de nous, on peut être bien avec tout le monde sans avoir un problème. Mais je sais qu'avec Maman Feza, je peux arriver jusqu'à C, je peux arriver jusqu'à A, je peux arriver jusqu'à B. Mais avec Nancy, je peux simplement me limiter à A. Et quand ça arrive, vous vous y attendez ou c'était... Non, pas du tout. Dieu m'a surpris de la plus belle de manière. C'est que quand je suis enceinte, je doute fort que ce soit la grossesse. Ah oui? Je dis que certainement je suis malade. Et la première personne qui remarque le symptôme de ma grossesse, c'est ma belle-mère. Nous étions allés la rendre visite et bizarrement, quand je vais chez la belle famille, je suis vraiment une Congo. Oui. Je fais les lousitos. Je Oui. suis là calme dans mon coin et Oui. tout. Mais ces jours-là, j'étais très gourmande. Ah oui? J'étais très gourmande. J'ai mangé à ma faim. Et elle était très contente. Mais quand elle me regardait, elle était tellement souriante. Elle était persuadée que j'étais enceinte. Et quand je finis de manger, je dis, maman, je vais dormir. Je suis allée dans sa chambre et mon mari était quand même très surpris. Ce n'est pas dans mes habitudes. Il sait quand je suis chez eux, je suis vraiment sur mes gardes et tout. Et quand je dors, c'est comme ça qu'il a cette conversation avec son fils. Il dit, je pense que moi, c'est dans un zé. Ah oui? Et mon mari s'est fâché. Oh là là! Il s'est éclaté. Il pensait en que colère. c'était des pics. Voilà, c'était très déplacé. Il dit, comment tu peux faire ça? Tu sais ce qu'on traverse, tu ne pouvais pas dire ça. Imagine-toi qu'elle soit ici, et qu'Obimalokolozo s'est caillé. Maman dit non. Et ce qui pèse à bongo, te car à l'oko, on a déclaré en bongo. Et ça, là, ouais. Une bonne belle maman. Voilà. Oh non, ça là, c'est une crème. Hein. Ah, cette oui. maman-là, c'est une crème. Par la race, tu dis, c'est vraiment pas pour flatter, mais je sais, on est tous... on a des frères et sœurs qui se sont mariés et je crois que même mes frères et sœurs le témoignent. Oui. J'ai une très bonne belle maman. Je me réveille, je dis encore j'ai faim. Ah oui? Je mange la grande même quantité comme avant. Et elle, dans son cœur, elle était persuadée. Par expérience aussi, elle était normal. persuadée. Elle était persuadée. Je pense même quand on rentrait chez nous à la maison, on a mis la chanson du pasteur à Tums, l'album Le Psaume. Mon mari a mis dans la voiture, on a mis Oignon ce bongwani. Et on chantait ça avec mon mari, tellement joyeux. Et je dis, Evan, j'ai l'impression que je me sens pas bien. Qu'on s'arrête dans une pharmacie si je veux prendre le test de grossesse. Okay. Il a parqué, il était fâché. Il m'a dit, il ne faut plus dire ça. Laisse-nous comme ça. Laisse-nous comme ça. Parce que c'était arrivé avant que tu fasses des tests de grossesse oui, régulièrement. Oui, je savais déjà qu'il y aura rien. Oui. Mais quand il y a quand même un retard, tu essaies d'espérer et tout. Donc, après, on a continué. On est parti chez nous à la maison. On est parti à Matadi parce que je devais animer une convention de maman à la borne. Et c'est là, le jour-là, j'ai dit à maman que je me sentais vraiment pas bien du tout.
Je ne me sentais pas bien, je ne voulais pas manger. Nazo lingaba soloté, je ne voulais rien. Hein? Elle a commencé à sourire. Elle me dit c'est que l'IPA moulier ce kotaki. Amen. Et le dimanche, avant le premier jour même de la convention, avant que je n'y aille, au lieu de la prestation, maman a demandé que je passe à l'hôpital. Elle va faire une prise de sang. Et quand je suis allée... Ça, c'est à Kinshasa. À Matadi. À Matadi, ok. Elle a fait une prise de sang. Nous, on est partis. Pendant qu'on partait dans la voiture, elle m'envoie une capture. Il y a résultat positif, il y a grossesse. J'imagine combien vous avez sauté. J'avais poussé un cri. Chauffeur à Bato Bangui. Et tout le monde dans la voiture, ils ont... Maman Johnny, vous avez dit, Bato Internet. Parce que je trouvais que ce n'était pas un endroit propice pour moi d'annoncer ça. C'était quelque chose qui devait se faire dans l'intimité. Et quand on est arrivé à l'appartement où nous étions logés, je ne savais pas comment lui dire. Moi, j'étais dans l'ambivalence de sentiments. Et tout de suite, quand il a fini de s'apprêter, j'ai dit, hey, viens, assis-toi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ben, il me regardait tout perplexe. Non, mais c'est pas dans tes habitudes, c'est quoi? Je dis, non, mais je suis enceinte. Mais tu sais quoi? T'es enceinte ou quoi? Il s'est fâché. Au Swan. Et quand on a commencé à se prendre la tête, je dis attends, on va appeler maman. J'appelle maman, je mets maman au parler. Je dis maman, est-ce que tu as les résultats avec toi? Elle me dit oui. D'ailleurs, dans il y a une convention. Témoignage. Donc, bon, comprendre pourquoi je serais juste devant en train de... Et quand elle a dit que oui, effectivement, c'était ça, elle m'a dit d'ailleurs, papa a envoyé même l'offrande pour ça. Ah, oui. Et c'est là qu'il a fondu en là. Exagère encore, vient quand? Après l'accouchement? Exagère encore. Le clip sort après l'accouchement parce que le bébé Exagère encore est dans les clips. Ok. Donc je venais juste d'accoucher. Et l'inspiration tombe quand? L'inspiration pendant la grossesse. J'enregistre ces chants en partie en étant enceinte, oui. Et je finalise la chanson quand j'ai accouché, parce qu'il y a une partie où je chante là, je pense à toutes ces femmes qui espèrent avoir des enfants. Et j'étais en train d'enregistrer ça, j'ai encore de photos sur mon téléphone. J'enregistrais ça, je venais d'allaiter Yohan, je commençais à pleurer. J'ai dit directement à l'ingénieur, il y a quota dans la cabine, zonga parti haut. Et c'est comme ça. Et je commençais à couler, bazo katate, on coulait. Donc toute la partie, donc à partir de là, Lingala jusqu'à la fin, ce sont des choses qui sont arrivées au studio. Ah oui. Donc parce que c'était spontané, oui. C'était tellement spontané, puisque j'étais née mon enfant, je commençais à me mettre dans la place de ces personnes qui étaient encore en train de vivre ce que nous avions vécu, et même ceux-là qui le vivent il y a plusieurs années. Et j'ai commencé à prier. Donc pendant que moi je chantais, là c'était des déclarations, non pas pour moi, c'était pour cette personne-là. Et finalement, après, est-ce que vous avez, parce qu'on voit ça souvent chez les chrétiens, vous avez eu des témoignages positifs de certaines femmes grâce à ce chant? Bien sûr. Qui ont conçu? Bien sûr. C'est vrai? Et beaucoup. Ah oui? Je n'expose malheureusement pas certains témoignages, mais on a plusieurs. Et si même les gens prennent le temps d'entrer dans la vidéo, on va trouver des témoignages. Oui, ça c'est vrai. Moi j'ai déjà lu aussi. Voilà. Donc il n'y a pas que dans la maternité, il y a plusieurs domaines. À Bruxelles, lorsque je fais le concert de Bruxelles, l'année passée, le 17 septembre, il y a un papa, un couple très proche à notre couple, et il était sérieusement malade. C'était quelque chose qui commençait à lier entre le cancer, qui allait déjà dans la phase compliquée. Et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, sa femme a mis la chanson. Il dit à sa femme, Zong Sango Soussou. Zong Sango. Il a commencé à pleurer. Il dit, il dit, ah, non, c'est une sœur avec qui on parle bien. Il a commencé à prier avec ce chant. Et un jour, il a fait une prière de déclaration en écoutant la chanson. C'était sa guérison. Jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Alors, vous n'êtes pas que artiste musicienne. J'aimerais quand même qu'on ouvre un autre chapitre. Du côté social, travailleur. Vous travaillez dans le service social, c'est ça? Travail social et la thérapie. Travail social, oui, et la thérapie. J'aimerais qu'on parle un peu de la thérapie. Pourquoi vous-même ça vous a intéressé, ce secteur? Alors, il faudrait parler que la thérapie, c'est en sorte de l'écoute active. L'aide qu'on essaie toujours d'apporter aux autres quand ils viennent et on cherche à les écouter activement. Et ça, c'est quelque chose qui soit naturel.
mais simplement ça s'approfondit, ça devient plus profond lorsqu'on décide de pouvoir étudier quelles sont les méthodes justement à appliquer pour écouter et aider les personnes qui sont dans le besoin. Et moi, c'est quelque chose Vous êtes un peu comme les psychologues. Voilà, oui, mais c'est ça. Le psychologue, le thérapeute, les psychiatres, tout ça, ce sont des ouais. titres. Ils font la même chose, seulement spécialisés dans chaque domaine. Voilà. Une thérapeute, c'est plus quelqu'un qui pratique, comme je disais, l'écoute active, qui fait le counseling. Et dans ce qu'il entend, ça lui permet, s'il doit t'orienter voir un psychologue, soit voir un médecin généraliste. Donc, c'est vraiment l'étape basique, quoi. Voilà. Mais on n'en a pas trop l'habitude. Hein. Pas Aujourd'hui, surtout chez nous les Africains, on devient de plus en plus renfermé parce qu'on s'est dit, si tu pars voir quelqu'un pour lui parler, comment elle va te prendre, comment elle va te juger, alors que c'est important. Très important. Très important. Parce que les gens pensent que déjà la thérapie, ça fait partie de la santé mentale. Oui. S'il faudrait définir la santé mentale est un état de bien-être. La santé mentale n'a rien à voir avec la folie. La santé mentale, c'est un état de bien-être. C'est-à-dire, pareil, je peux aller me faire consulter quand j'ai mal à la tête, quand j'ai mal au dos. C'est pareil quand j'ai besoin de parler à quelqu'un lorsque je me sens mal intérieurement. Du fond de soi-même. Voilà. Et ça aide. Justement. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de solutions. On a besoin qu'on nous écoute. Écouter veut dire, je fais la réformulation. Je peux facilement faire de l'écoute active. Je reformule, je t'écoute sans pourtant te juger. Il y a de ces personnes, quand ils viennent dans les counseling, la personne parle, puis fait ouf, j'ai tout dit. Le sac s'est vidé. Tu n'as rien donné tu ne lui as pas donné des solutions. Mais le fait seulement de l'avoir écouté, oui. Et c'est ça. Sans juger. Pas du tout. Et la thérapie ou encore la santé mentale est considérée comme un tabou justement parce qu'on ne valorise pas le fait que ce n'est pas tout qui devrait être traité, soigné par des produits. Les traitements peuvent se faire par la communication et une bonne communication. Une bonne communication commence quand il y a une écoute active, justement. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, dans notre... pour ne pas parler de ma communauté, mais je dirais, ça, c'est quelque chose qui n'est pas présente dans la communauté africaine, en général. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent quand on va sous d'autres cieux. On est en Occident, on comprend un peu plus l'importance. Et moi, je crois que le goût est venu encore plus quand je suis allée faire mes études au Canada. Je comprenais un peu son importance. Je commençais à faire la thérapie avec moi-même de certaines choses que j'avais vécues durant mon enfance et tout ça. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas par rapport à vous-même que ça vous a un peu tiqué de pouvoir aider les autres? Bien sûr, je pense que c'était vraiment plus pour moi-même parce qu'à une époque de ma vie, à une période très précise, je faisais des crises d'épilepsie, de névrosité, donc une sorte de crise de folie. Je faisais de pertes de mémoire, c'est toutes choses comme ça. Je pouvais sauter des étages, je pouvais courir dans tous les sens, je pouvais chercher à déchirer mes vêtements. Donc, et il y a de ces choses qui n'ont pas été prises en charge comme telles. Et je suis venue à l'étranger, je puis voir le médecin, le spécialiste dans le domaine, j'en ai parlé et j'ai pu affronter certaines obscurités du passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait réellement. Et c'est là que je comprends qu'il est très important de normaliser le fait que quand ça ne va pas, on ne voit pas que le médecin, on peut voir une thérapeute, on peut voir une psychologue, on peut voir une travailleuse sociale, quelqu'un qui est dans le domaine lié à la santé mentale pour nous aider. Et qu'est-ce que vous envisagez justement par rapport à ce domaine? Est-ce que vous avez des projets dans ce sens où vous avez peur de dire que ça ne soit pas bien accueilli chez vous-même? Oh oui, c'est quelque chose que je pense que finalement, ça verra toujours le jour parce que j'aime bien mon travail, j'aime bien, c'est pourquoi je suis allée à l'école.
j'aimerais bien avoir un cabinet thérapeutique. Et peut-être si ça ne sera pas quelque chose de formel, quelque chose d'informel, peut-être travailler avec deux organismes, faire de forums, avoir de rencontres avec deux personnes qui ont été de victimes de violences de tout genre. Et c'est important. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Une personne en soi n'est pas mauvaise. La personne devient le reflet de ce qu'il voit tout le jour. Donc c'est la société qui définit un peu ce que l'on est. C'est comme un monsieur qui est né, qui a grandi dans une famille où son père a été violent. Peu importe le prière et les délivrances que vous allez faire, cet homme recopie ce qu'il a vu. Et si la personne n'est pas assez malléable pour accepter de se guérir et lui faire comprendre que ces comportements que tu as vus n'est pas un comportement tolérable. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il aura un garçon, son fils va répéter la même chose que lui il fait. Son fils va répéter, ça devient générationnel. Une maman impolie, elle n'est pas impolie comme ça. Elle a copié ça quelque part. Et quand on va aller chercher de qui elle a copié, celle-là va nous dire aussi. Il faut accepter de couper le pont. Justement. Les liens des familles aussi, c'est ça? Justement. Mais spirituellement, ça ne marche pas. Au-delà de la spiritualité, c'est très important. Parce qu'après, aujourd'hui, on a soit de maris qui ne sont pas bons, pas parce qu'ils ne veulent pas être bons ou meilleurs. C'est pas peut-être qu'ils ne connaissent pas comment ils doivent le faire. Ils ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce qui est bon. Ils sont dans ce qu'ils font, ils pensent que c'est bon. Moi, j'ai eu de conversations assez comme ça, profondes, avec certains couples, dans le cadre de mon travail. Et tu sens que c'est venu de quelque part. C'est tellement deep. Et que même, soit l'épouse est surprise d'apprendre que son mari a ce genre de passé. Et c'est là que tu comprends, c'est important dans certaines conversations, aller dénicher ce qui est tellement caché pour que tu comprennes pourquoi l'autre agit de cette manière. Et à l'époque, je me rappelle même, nos parents voulaient que les familles qui se connaissent se marient entre eux parce qu'on a quand même un feedback sur les passés de chaque famille. Exactement. Et ça permet de régler certains problèmes à l'amiable. Alors, c'est vrai, on parle de la thérapie, mais j'ai l'impression que par rapport aux hommes, c'est plus les femmes qui ont beaucoup de problèmes, qui nécessitent de se faire écouter. Est-ce que vous avez la même appréhension que moi? On va me dire que je suis trop féministe. Pas du tout, parce que pour prendre ce genre de résolution, il faudrait passer à quelque chose qu'on appelle le sondage. Oui. Le sondage détermine exactement le pourcentage de ces genres de situations. Et je ne sais pas affirmer cela puisque je n'ai pas un sondage. Mais je crois que l'homme en soi cherche à rester le fort. C'est ça en fait. Et on éduque pour faire comprendre qu'on n'est pas toujours en position de force. Il peut t'arriver que tu sois le père, que tu sois le mari, mais que tu es faible. Puisque tu as besoin d'aide. Voilà. Puisque si tu ne le fais pas, voilà, on a remarqué, c'est plus les hommes qui font l'AVC. Oui. Et ils meurent avant. Avant, le femme. Pourquoi? C'est justement... Ils font semblant d'être forts. Exactement. Il faudrait éduquer, faire comprendre que c'est important de parler quand ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Tu ne dois pas rester le super-héros. Tu as besoin aussi qu'on t'écoute, que je te comprenne que ça ne va pas et que ça ne va pas. Et ça, c'est une parenthèse, c'est quelque chose que j'ai pu aider, instaurer dans mon couple, que quand ça ne va pas, que mon mari soit aussi fluide, qu'il soit assez libre de me dire que non, ces jours-ci, je ne me sens pas bien, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin de faire ceci, ou bien que tu essaies de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait me changer des idées? Parce que je lui ai fait comprendre que c'est normal. Tu ne dois pas être l'héros qui est de la maison. Tu es l'héros quand tu vas bien. Parce que quand tu es bien, tu sais faire mieux les choses. Mais quand tu ne vas pas bien, tu as l'impression de tout casser à côté, tu es perturbé, tu n'es pas positionné et ça ne fait qu'augmenter le niveau de la frustration. Donc, c'est important. Et en fin de compte, ça amène beaucoup de complications un peu plus tard. Voilà. Est-ce que le travail que vous allez faire ou que vous faites maintenant ne va pas entraver
sur votre passion des musiques? Non. Ça ne va pas étouffer? Pas du tout. Parce que les deux sont de passions qui sont combinées chez moi. Je les aime toutes les deux. Pourquoi? Parce que dans la profession, on reste professionnel. Dans la musique, on amène un peu la spiritualité. Donc, tu as la facilité de combiner les deux. La passion musicale, elle ne va pas jamais partir. La voix, elle est là. Mais la profession te permet de vouloir te mettre à jour chaque jour. Mais la musique aussi demande beaucoup. Hein. Bien sûr. C'est que vous faites aujourd'hui. Vous êtes sollicité pour des concerts. Vous devez en même temps servir votre public avec des nouvelles chansons. Ça demande beaucoup d'inspiration, de concentration. Exactement. Vous êtes épouse, vous êtes en même temps mère. Beaucoup de casquettes. Est-ce que Josiane va s'en sortir? On se bat, on se bat. Je sais que mon mari m'allège un peu la tâche à certains niveaux. Oui. Par exemple, là, moi, je suis seule à Paris. Il est resté avec Johan. Oui. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Par exemple, là, je suis en pleine session des examens. Aujourd'hui, c'est les 24. J'ai un examen à 19h du Canada. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais. Pour trouver l'équilibre. Ouais. On a fini cette émission. C'était trop court, beaucoup de choses à dire, mais on a eu deux aspects essentiels. C'est un peu, on a effleuré la question de la stérilité chez les couples. On ne va pas parler de la femme seulement, les couples. Et puis, cette question de thérapie par rapport à la santé mentale. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot à ceux qui nous suivent aujourd'hui sur ces deux sujets? Alors, premièrement, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont bénies par mon ministère. Je sais que c'est surtout les femmes et les hommes, je ne peux pas oublier. Mais c'est vraiment le couple qui sont bénis et nous rendons grâce à Dieu. Et s'il y a une deuxième chose que j'encourage, c'est de parler quand ça ne va pas. Trouvez-vous des personnes de santé mentale, quand il y a un ça ne va pas à tout le niveau. Renseignez-vous, je pense qu'ils sont là. Peu importe où vous êtes, ils sont là, peut-être juste vous ne connaissez pas la bonne adresse, la bonne porte à frapper. Mais après, moi je suis là, j'aide toujours quand je peux. Vous pouvez toujours m'écrire sur mon compte Instagram, Josiane Timba, en tout cas sur mes réseaux. Si vous avez une situation bien particulière ou un sujet très délicat où vous voulez partager, je peux toujours vous orienter et ça sera un plaisir pour moi et une grande bénédiction. Et merci beaucoup aujourd'hui de m'avoir reçu. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne. On a bien sûr le frère Jancy, on s'appelle frères et sœurs entre nous. Mais bon, je vais continuer en enlevant frères et sœurs parce qu'on va me dire que l'émission est laïque. On a Jancy, on a John qui est le réalisateur de l'émission. J'ai Flex qui est le coordonnateur, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Et bien sûr à côté, Junior qui nous a accompagnés aussi. Merci à vous qui êtes très fidèles à cette émission. Voilà, on était aujourd'hui, on a rencontré pour vous la sœur Josiane Timba, que vous avez l'habitude de suivre évidemment sur ces plateformes avec ses albums et ses chansons qui bénit autant des enfants des dieux. En tout cas, merci encore de rester très très fidèles et de nous suivre aussi sur YouTube, sur Facebook et sur les autres réseaux. À bientôt. À bientôt.